Bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre émission mensuelle santé, c'est grave docteur. Alors à partir de ce mois-ci, on a changé la formule, on va être directement au cœur de l'action. On fait cette émission en collaboration avec la clinique Saint-Luc-Bouge et on est directement chez eux parce qu'effectivement, pour parler santé et médecine, ça nous paraissait logique de venir directement rencontrer le staff, le personnel santé ici directement à l'hôpital. Alors ce mois-ci, on va parler de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice, mais également d'anesthésie. Et pour en parler, le docteur de Flandre. Bonsoir docteur. Bonsoir Corinne. Vous êtes anesthésiste, mais également le directeur médical ici de la clinique. Alors la première question, en fait, ce serait de vous demander, Eric, finalement un anesthésiste, est-ce que c'est uniquement quelqu'un qui endort la personne pour l'opération ou c'est plus vaste que ça? Alors, on endort la personne, mais aussi on la réveille, c'est quand même toujours important. Elle ne se réveille pas toute seule. Elle ne se réveille pas toute seule. Et donc, l'anesthésiste prend en compte forcément le fait d'endormir le patient pour permettre la chirurgie, c'est une chose, mais va aussi prendre en compte la douleur du patient, dans le sens qu'il est moins mal après, va prendre en compte tout ce qu'on appelle les constantes vitales, la fréquence cardiaque, la tension, la saturation en oxygène, enfin, ça ce sont des termes très techniques, mais le principe est de garder le patient en bonne santé pendant toute l'opération, pour que celle-ci se déroule au mieux. Il y a le moment même de l'opération, il y a aussi, pendant l'opération, on prépare déjà le post-opératoire, donc le fait que le patient n'ait pas mal après l'opération. Alors on va en parler après, il y a effectivement le rôle de l'anesthésiste dans le cas d'une chirurgie plastique. Mais avant d'en parler, je vous propose, on est allé voir ce matin le docteur Blervac, qui est le chef de service, et il va nous parler justement de son service. Docteur Blervac, vous êtes le chef de service du service chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice. Alors en tant que tel, j'aimerais bien déjà que vous nous fassiez un peu la différence entre ces trois appellations. Donc notre spécialité est une spécialité qui touche le corps humain de la tête aux pieds, mais où nous sommes amenés à prendre en charge des patients pour des demandes qui sont d'ordre esthétique et donc reconnues comme non codifiées ou non considérées comme des maladies aux yeux des mutuelles et aux yeux de la sécurité sociale, mais qui peuvent être tout à fait entendues et des réponses que nous pouvons fournir aux patients dans le cadre de ces demandes qui améliorent à la fois l'aspect physique demandé, mais aussi l'aspect psychologique des patients. Donc ça, c'est vraiment le volet chirurgie esthétique. En chirurgie plastique et reconstructrice, je prendrai d'abord la chirurgie reconstructrice pure, qui est toute la prise en charge des patients qui viennent nous voir pour des cancers, entre autres au niveau cutané, où nous collaborons beaucoup avec les dermatologues, mais aussi des plaies chroniques comme les plaies des escarres, des plaies diabétiques et tout ce qui est post-traumatique ou alors complications d'autres chirurgies. Dans ces cas de figure-là, on nous demande: pouvez-vous traiter? Pouvez-vous nous aider dans la fermeture de ces plaies? Et peut-on arriver à retirer une lésion et fermer le trou que l'on doit créer? C'est vraiment donc une chirurgie où on nous demande des compétences de mobilisation de lambeaux, de greffe de peau, de lambeaux libres, de lambeaux à distance ou de lambeaux locaux régionaux pour arriver à fermer un espace qui naturellement aurait été très difficile de fermer, soit par une suture simple, soit en laissant la nature faire simplement les choses d'elle-même. Le troisième pan est la chirurgie plastique, qui est une chirurgie intermédiaire, qui touche à la fois des compétences parfois prises en charge par les mutuelles, mais aussi des attentes esthétiques des patients. Typiquement, l'exemple type, c'est le post-amaigrissement massif, où les patients se reconstruisent eux-mêmes et intitulent cette intervention une chirurgie de reconstruction personnelle, mais qui au sens strict du terme n'est pas une reconstruction d'un tissu manquant. Tout simplement, il y a un excès, on doit le corriger, on doit redonner à un galbe une forme et un confort, parce que les plaintes sont à la fois mixtes, je n'aime plus mon corps, mais je suis aussi gêné par ces excès. Et dans ce cas de figure-là, nous sommes dans la chirurgie plastique, où nous travaillons soit de manière tout simplement de manière codifiée mutualiste, parce qu'on retire aussi des masses sous la peau, des lipomes et autres, soit de manière complémentaire, avec une partie codifiée et une partie esthétique. Et donc la chirurgie de reconstruction esthétique sont aux deux antipodes, et la plastique navigue entre les deux en fonction des cas cliniques et de ce qu'on nous demande de traiter. La chirurgie reconstructrice, on imagine bien qu'on ne doit pas nécessairement passer par une réflexion peut-être vis-à-vis d'un psy. Est-ce que pour une chirurgie esthétique, parfois vous envoyez le patient voir plutôt un psychologue avant pour être sûr Donc dans le cadre de la prise en charge et de notre formation,
On nous a appris typiquement à reconnaître un patient qui psychologiquement ne va pas accepter cette chirurgie, risque de ne pas accepter les résultats. Et là derrière, je dis toujours à un patient, je préfère vous décevoir en consultation que vous décevoir après. Il y a une relation de confiance qui s'établit du chirurgien vers le patient et du patient vers le chirurgien. Et sans cette relation qui doit être réciproque, si l'un n'a pas confiance en l'autre, l'intervention ne doit pas se faire. Et donc c'est vraiment comme ça que les patients viennent nous voir. Parfois certains ont pris 2 ou 3 avis, sont peut-être passés chez moi et puis ont aimé mieux les explications ou le rapport avec un autre chirurgien et se font opérer par lui et inversement. Mais c'est toujours une relation de confiance. L'essentiel pour nous, indépendamment par rapport à l'aspect psychologique des patients, c'est un tout. On ne traite pas un patient comme juste une zone opératoire. On voit ses antécédents de santé, on voit si cette intervention est indiquée et si la demande du patient est raisonnée et raisonnable. Et à partir de là, on répond par l'affirmative ou la négative à une demande opératoire qui nous est demandée. Mais en aucun cas, l'aspect financier d'un acte est le leitmotiv de l'inscription opératoire. Il y a des indications à respecter, il y a des contre-indications à connaître et à partir de là, on trie nos patients, j'accepte de vous opérer ou pas et on motive la réponse bien évidemment. Quelqu'un à qui on refuse une intervention, on lui explique pourquoi. Quelqu'un qui vient avec une obésité morbide doit d'abord, par exemple, maigrir avant d'envisager une correction. Il y a tout un autre processus. Parce que le risque opératoire est majoré. Et donc, dans le bien du patient, on les oriente, bien évidemment. Vu que nous sommes un hôpital essentiellement adulte, sans gynécologie, sans pédiatrie, on a vraiment des spécificités dans notre hôpital qui sont effectivement sur la dermato-oncologie, énormément de travail qui est réalisé. Chaque semaine, dans nos salles d'opératoire, nous avons 3 jours opératoires dédiés, un pour chaque chirurgien, où 80% de l'activité est de la dermato-oncologie. Alors, c'est quoi ces interventions de dermato-oncologie ? Le vieillissement de la population fait que le nombre de cancers de la peau augmente. Les mauvaises habitudes prises avec des bancs solaires, l'absence de protection et les habitudes qui ont changé. Les gens voyagent plus, etc. Et le Belge, habituellement, a l'habitude de se protéger quand ils vont en vacances. Et quand il travaille dans son jardin, on prend tous un coup de soleil. Et à la longue, en fait, le capital soleil de la peau peut changer. On voit apparaître des petites taches, mais à certains moments, et parfois chez des patients de plus en plus jeunes, nous avons des cancers de la peau qui se développent. Ceux-ci sont pris en charge initialement par les équipes dermatologiques et parfois avec des traitements qui sont des traitements juste purement médicaux et qui permettent d'en venir à bout. Et quand la situation est dépassée, que les épaisseurs sont trop importantes, les tumeurs trop agressives, on nous demande alors d'intervenir. Ça peut aller de la simple excision suture d'une lésion, comme on le fait très fréquemment en consultation. À chaque consultation, on a certainement chacun 7-8 patients que l'on prend en charge de cette manière. Et dès que la situation devient plus ardue, où nous avons besoin de faire une greffe de peau, un lambeau local, on revient à la reconstruction, nous passons alors au bloc opératoire. Et là, ça peut être des gestes qui sont dits locaux-régionaux, voire des gestes beaucoup plus importants, avec des lambeaux à distance, comme le fait le docteur Lantini avec les lambeaux libres, entre autres. On va en parler d'ailleurs, puisqu'on est allé la voir en salle d'opération. Mais juste aussi pour dire qu'il y a peut-être un message de prévention à faire par rapport à ça, que souvent les personnes auraient tendance à se dire « je préfère garder cette lésion cutanée plutôt que de risquer d'avoir une cicatrice par rapport à l'intervention ». La fameuse technique de l'autruche consistant à mettre la tête dans le trou et espérer que ça passe seul ne fonctionne pas, certainement pas. Plus une lésion est prise entre guillemets tôt, moins la séquelle pour le patient est importante. Oui. Alors si on parle de chirurgie esthétique, si on parle peut-être d'actes moins lourds que l'opération, vous pratiquez ça aussi ici à Saint-Luc? Je pense à la dermabrasion ou des choses comme ça. Tout ce qui est chirurgie esthétique vient de manière conjointe avec la médecine esthétique. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il y a de positif, c'est qu'il y a quand même une certaine... les politiques ont légiféré en la matière, rendant les compétences à ceux qui théoriquement ont le droit de le faire. On voit malheureusement parfois encore des traitements qui sont faits à l'étranger de manière inappropriée ou des traitements faits par des personnes non qualifiées qui n'ont théoriquement pas le droit de le faire. C'est excessivement dangereux. Moi, je dis toujours, si vous voulez avoir la certitude, vous voyez quelqu'un qui est compétent en la matière. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a assez de moyens de s'informer correctement et ne pas se faire prendre en charge par des gens qui n'ont qu'un seul aspect, c'est l'aspect pécunier. Dans l'échelle des traitements,
Quand une dame à 30 ans, 40, 50, 60 ou 70 ans vient nous voir, les propositions thérapeutiques ne sont pas les mêmes. Les attentes sociales non plus. Certaines personnes veulent des traitements qui soient légers, pas trop impactants du point de vue social. Pour d'autres, on ne laisse pas le choix en disant si vous voulez qu'on vous aide, on doit passer par une intervention plus lourde. Typiquement, dans la chirurgie du visage, nous passons par des injections. Nous réalisons des injections d'acide hyaluronique pour combler certaines rides. Nous utilisons la toxine botuliниque pour les rides du front, entre autres, les rides intersourcilières et les rides autour des yeux. Chaque technique a son indication. Et ça, c'est notre travail. C'est de guider la patiente, de venir dire, vous n'arrivez pas pour faire un acide, vous n'arrivez pas pour faire une toxine, vous venez pour un traitement avec une demande, et nous, on va vous orienter dans les différents types de traitements. En complément, ici à la clinique Saint-Luc-Bouge, on a investi, voici à peu près une bonne dizaine, même un peu plus, 12 ans, dans l'achat d'un laser CO2, qui est un laser qui permet de faire du resurfacing cutané. J'appelle ça classiquement pour les petites taches pigmentaires, pour les grains de beauté qui sont jugés inesthétiques, mais non douteux, préalablement vus par les dermatologues, mais aussi pour ce que j'appelle les gryphoses faciales, ces peaux qui sont abîmées, multiridées, et pour lesquelles, en fait, certes, mettre un peu d'acide hyaluronique aiderait à combler une ride, mais ne redonne pas un éclat au visage. Et donc, on travaille avec ces solutions complémentaires laser CO2 et encore d'autres choses à proposer, comme les injections du plasma riche en plaquettes que l'on peut faire sous la peau pour redonner un coup de boost dans l'éclat visage, les injections d'acide hyaluronique léger pour l'hydratation du visage, et puis alors on passe à toutes les techniques chirurgicales, entre autres le lifting cervico-facial pour lequel moi c'était un des motifs d'engagement quand moi je suis arrivé ici il y a 18 ans, la chirurgie des paupières. Justement, par rapport à la chirurgie des paupières, parfois c'est remboursé ou pas. Ça peut devenir vraiment un acte nécessaire. Donc, de toute manière, la chirurgie des paupières est une chirurgie liée au vieillissement du visage. Donc, on peut la transposer à la chirurgie esthétique sur l'aspect vieillissement. Préalablement à la nouvelle loi qui est passée en la matière, il y avait un peu une nébuleuse. Le patient disait « moi je suis incommodé par cet aspect ». Je souhaiterais que ce soit pris en charge et tout le reste de la consultation se passait sur un mode esthétique. Quelle sera la longueur de la cicatrice? Qu'allez-vous me donner comme résultat? Pouvez-vous me le modéliser? Donc, beaucoup de questions esthétiques. Il y a dans ce domaine, donc, on est dans ce que je vous appelais la plastique, une composante à la fois fonctionnelle et une composante esthétique. Positivement, il y a une loi qui est passée en la matière, demandant à ce qu'un patient qui vient nous voir pour une chirurgie des paupières, s'il estime être incommodé fonctionnellement par cet excès cutané qui s'est développé et qui, je le rappelle, est lié à l'effet du temps, la génétique personnelle, notre héritage et aussi les habitudes des patients, tabac, alcool, exposition au solaire. Quand le patient rentre dans une amputation du champ visuel suffisante, qui doit quand même être de 2/3 du champ visuel vers le haut, et que les paupières viennent déborder au-delà des cils sur 2/3 de la longueur sur base de critères photographiques, alors à ce moment-là, nous pouvons introduire le dossier auprès du médecin conseil de la mutuelle. Et donc un patient qui vient nous voir pour une chirurgie des paupières, on estime s'il va déjà rentrer dans ces conditions. Si on a le moindre doute, on l'envoie chez nos collègues ophtalmologues, on a un chemin privatisé vers eux. Okay. Le patient voit nos infirmières qui font l'examen qu'on appelle l'orthopantomogramme. Les ophtalmologues présents valident et examinent cet examen et nous remplissent le dossier qui est demandé par les mutuelles. En parallèle de cela, nous établissons le dossier photographique et le patient le rend à son médecin conseil. Et en fonction, ils ont une réponse positive pour un œil, les 2 yeux ou pas du tout. Et si la réponse est positive pour les 2, nous appliquons strictement le code mutualiste. On en vient donc à la question du fonctionnel et nous respectons le critère fonctionnel. Si par contre la patiente ou le patient ne rentre pas dans ces critères, c'est une intervention à leur charge. Et comme pour toute intervention esthétique, il y a certaines prérogatives. On doit d'abord les avoir correctement informés, donc nous remettons des fiches d'information aux patients pour toutes ces interventions esthétiques. Nous demandons une signature comme quoi ils l'ont bien reçu parce qu'on doit toujours avoir la preuve de l'information et nous leur remettons un devis. Le patient n'a pas de surprise, le devis il est fixé,
qu'ils prennent en chirurgie esthétique une chambre seule ou une chambre commune, il n'y a pas de différence de tarif de l'honoraire du chirurgien. Les frais de chambre peuvent changer, mais jamais l'honoraire du chirurgien sur la chirurgie esthétique. Par contre, dans une chirurgie codifiée, ben là c'est comme pour toute pathologie, que vous ayez une assurance ou pas, que vous souhaitiez une chambre privée ou pas, ben vous avez des suppléments qui sont liés mais à la politique hospitalière générale. Ça n'a rien à voir avec la chirurgie plastique en spécifique. Alors si on en revient justement à la chirurgie reconstructrice et à ce que fait le docteur Lantini, on est allé la voir en salle d'opération. Oui. Vous pouvez un petit peu nous parler de son travail et de ce qu'elle a fait justement aujourd'hui? Le docteur Lantini a rejoint notre équipe ici depuis maintenant 3 mois. Il se fait que c'est une chirurgienne réputée dans tout ce qui est reconstruction des membres inférieurs, qui était son activité principale à la clinique universitaire Saint-Luc. Je crois qu'il faut expliquer un petit peu ce que c'est que la reconstruction des membres inférieurs. Comme j'en parlais tout à l'heure, quand un patient a vraiment des plaies qui sont très délabrantes, oui, suite à un accident, suite au retrait d'une tumeur, suite à une infection osseuse, suite à malheureusement une complication d'une chirurgie, mettons, orthopédique, ou une structure noble, l'os, les tendons, certains vaisseaux sont exposés. À partir de là, on a des possibilités de traitement qui sont des soins locaux, des soins supportifs avec des appareils de pression négative. Tous ces soins-là, on les utilise, mais en complément, on a des compétences complémentaires que nous apporte le docteur Lantini pour des reconstructions très ardues sur ses membres. Et donc, elle a vraiment un dynamisme et on voit vraiment que c'est un sujet qui la passionne pour pouvoir justement aider ces patients à qui peut-être dans certains centres on aurait dit, voilà, là la situation est en bout de course, nous devons pratiquer une amputation. Ça c'est important de le dire dans le cas d'un diabète par exemple, d'une lésion due à un diabète. Donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer et provoquer les pathologies favorisant donc la survenue de plaies sur les membres inférieurs, l'obésité, le diabète, le tabagisme, les maladies spécifiques, troubles du collagène ou autres, qui sont parfois des maladies génétiques chez des patients qui malheureusement développent des pathologies assez sévères. Tous les contextes infectieux jouent. Et donc, en fait, l'origine de la plaie peut être unie ou multifactorielle. Et souvent, ces patients arrivent avec des conditions qui sont parfois difficiles. Alors, bien évidemment, la chirurgie n'est pas toujours miraculeuse. Cette chirurgie est grevée aussi d'un taux d'échec, mais aussi d'un bon taux de réussite. Mais c'est une chirurgie de sauvetage, tout à fait, qui permet à certains patients... Moi, j'ai toujours le cas d'un patient en mémoire qui était un vieux médecin généraliste qui avait des expositions tendineuses et on réfléchissait, on se disait est-ce qu'on va savoir l'aider ou pas. Il nous dit allez, on fait encore 3-4 semaines de soins, on voit si ça bouge. 3-4 semaines après, ça avait granulé, ça avait guéri, on a pu lui faire une technique de reconstruction locale. Ce patient a terminé sa vie, est décédé maintenant, mais en marchant. Et le docteur Lantini apporte un complément dans la reconstruction des membres et dans la microchirurgie, tel que le docteur Schettini l'avait fait aussi pour la microchirurgie. Donc tout engagement en fait qui est fait a pour but d'amener un plus et qu'entre nous, on puisse élargir l'offre de soins pour le patient. Un tout grand merci, docteur Blervac, et je vais justement aller voir votre confrère, le docteur Schettini. Bonne journée à vous. Merci. Alors on vient de le voir ici avec le docteur Blervac, c'est une équipe de 3, mais finalement c'est très complet, les différentes choses qui sont proposées. Et on voit bien aussi la différence entre la chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice. Et justement, en termes de gestion de la douleur, on imagine que dans les 3 cas, il peut y en avoir. Et est-ce que l'anesthésiste peut proposer des choses particulières par rapport à ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc la chose la plus simple pour l'anesthésiste, ce sont tous les médicaments intraveineux, puisque en salle d'opération, on met directement au patient une veine, comme on dit ça, donc un cathéter, un tuyau en plastique qui va dans la veine, et on peut administrer par ce moyen différents médicaments puissants contre la douleur. Qui vont agir après alors? Qui vont agir pendant et après l'opération. Okay. Le relais se fait par les médicaments à prendre par la bouche pour le patient
pour après l'opération. Mais alors on peut maintenant appliquer une série d'autres techniques, ce qu'on appelle notamment les blocs nerveux. Et donc pour la chirurgie du sein, par exemple, on peut faire des blocs au niveau de la paroi thoracique où on infiltre avec une aiguille et un anesthésique local les racines nerveuses qui couvrent la zone opérée. Et comme cela, on réduit la dose de médicaments administrés en intraveineux et à prendre par la bouche après l'opération. Et si on réduit la dose de ces médicaments-là, eh bien, on réduit les effets secondaires qui sont inhérents à ceux-ci. On a également été rencontrer le docteur Schettini ce matin, qui nous a parlé de liposculpture. Donc, on le regarde de suite. Docteur Schettini, vous faites partie de l'équipe de chirurgie plastique, ici de la clinique. Alors, le docteur Blervac nous a un peu expliqué que finalement, vous faisiez un peu tous les trois, mais vous avez quand même vos spécialités. Tout à fait. Donc, on est un service assez global et on a chacun un peu notre niche et nos petits plaisirs dans nos secteurs d'activité. Alors, vous concernant, vous avez choisi de nous parler du body contouring. Tout à fait. C'est-à-dire alors, c'est du remodelage corporel qui peut être très large. Ça peut aller des chirurgies après la perte de poids massif, donc qui vont être vraiment chirurgicales, aux lipoaspirations et qui peuvent être poussées très très loin jusqu'à une lipoaspiration haute définition, c'est-à-dire sculpter le corps pour montrer les muscles sous-jacents. Donc, aller vraiment faire de l'art. On considère que le chirurgien plasticien, son canevas, c'est le corps humain, et donc on va sculpter vraiment le corps humain. Après une forte perte de poids, c'est-à-dire que c'est pour la peau qui se laisse aller, c'est quoi? Exactement. Donc après, forte perte de poids peut être après un régime ou du sport. On a effectivement des peaux excédentaires, donc j'aime souvent dire que le vêtement est devenu trop grand pour le mannequin, et donc il faut resserrer le vêtement. Ou après des chirurgies de perte de poids, donc le bypass, la sleeve, qui sont faites en chirurgie digestive. Et qu'est-ce que la machine qui est à côté de vous, qui s'appelle le Vaser, c'est ça? Tout à fait. Peut faire dans ce cas-là? Et puis on parlera aussi de liposculpture. Alors, ça se passe comment? Parce qu'on se dit de la peau excédentaire, il faut l'enlever. Donc tout à fait. Dans le cadre du body contouring, effectivement, avec un vêtement trop grand, il faut enlever de la peau. Cette machine va être utilisée pour retirer la graisse excédentaire qui pourrait être encore présente chez ces patients, pour permettre un redrapage plus important, ou en tout cas un mouvement des tissus qui nous permet de redraper la peau par la suite. Vous pouvez faire n'importe quelle partie du corps? On peut faire n'importe quelle partie du corps, tout est faisable en fonction des cicatrices que les patients sont prêts à accepter. Ah oui, donc c'est vraiment une discussion que vous avez avec le patient? C'est vraiment une discussion avec les patients. Je veux dire, tout peut être remodelé et recintré sur le mannequin au prix des cicatrices. C'est comme vraiment en couture, si on coupe quelque part, il y a une trace et donc il faut l'accepter. Elles sont cachées, elles évoluent avec le temps, mais il faut pouvoir les accepter. Donc c'est toujours une discussion entre le patient, quel est le remodelage qu'on est prêt à accepter au prix des cicatrices qui seront conséquentes de l'intervention. Évidemment. Et est-ce qu'il y a des contre-indications? Alors, contre-indication à la chirurgie corporelle en soi, c'est encore du surpoids important, donc c'est des chirurgies quand même lourdes, qui prennent du temps. Donc si on est quand même en surpoids, ce n'est pas l'idéal. Donc des BMI au-dessus de 35, on essaie d'éviter encore, ça veut dire qu'il y a encore un surpoids. BMI, indice de masse corporelle, pardon, l'abréviation anglaise, donc indice de masse corporelle, donc le rapport poids-taille. Oui. Et évidemment, toutes les contre-indications aux chirurgies, donc le tabac, le diabète, tout ce qui va influencer une bonne cicatrisation sont des contre-indications qui vont être relatives ou absolues. Donc on demande aussi, j'imagine, aux patients une espèce quand même de prise en charge? Oui, donc surtout, on va en parler plus en détail pour l'esthétique de la lipoaspiration, mais c'est un travail d'équipe. Donc moi je fais le gros du travail, si vous voulez, je fais le remodelage, mais après le maintien est fait par le patient. S'il n'y a pas un travail avant-après par le patient, souvent ce type de chirurgie n'aboutit pas, en tout cas le résultat est suboptimal, je veux dire. Oui, donc ça veut dire que le patient ne sera pas nécessairement vraiment satisfait. Il ne sera peut-être pas satisfait ou le résultat ne sera pas au long terme abouti. On considère souvent qu'une un gain de poids de 5 kg influence un résultat chirurgical. Donc si après une intervention on va prendre plus que 5 kg, ça va changer le résultat de l'intervention. Et si on perd encore 5 kg? Pareil. Ah oui, donc il faut vraiment stabiliser. Il faut vraiment stabiliser. Donc après les pertes de poids massives, surtout après une chirurgie de perte de poids, on demande au moins 12 mois d'attente pour que le poids soit stable et idéalement 18 mois avec une stabilité pondérale de 6 mois pour être sûr qu'il n'y ait plus de variation et que quand on fait le type de chirurgie, ce soit définitif. Entre guillemets. Donc plus on fait cette chirurgie jeune, plus peut-être ça risque d'être compliqué.
Tout à fait. Si, par exemple, pour les dames, s'il y a des désirs de grossesse, des accouchements, ben, ça va changer. Donc, Il y a la ménopause aussi. Oui. Mais voilà, surtout si c'est des chirurgies du sein, s'il y a un désir de grossesse et d'allaitement, ben, dans la mesure du possible, on essaie de le faire après ces événements. Donc 5 kilos, on va retenir. Oui, on va retenir 5 kilos, c'est un bon cut-off, 5 kilos. Alors d'une manière plus pratico-pratique, parce qu'on a la chance d'avoir la machine là, mais ça fonctionne comment? Et vous avez parlé quand même de chirurgie relativement lourde, c'est-à-dire? Alors, dans le terme lourd, je vais dire des chirurgies assez longues. Dans le cadre de l'exérèse cutanée, ben, si on commence à faire un corps complet... L'exérèse cutanée, c'est le trop de peau. Le trop de peau, oui. Ça va prendre du temps. Donc faire par exemple une abdominoplastie, donc la correction du ventre, la correction du dos, va prendre certaines heures. Si on rajoute après la poitrine, ça peut commencer à chiffrer au niveau temps opératoire. On peut faire le visage aussi? Souvent, on évite de faire les chirurgies corporelles avec le visage. Le visage est souvent une unité qu'on va traiter de façon séparée parce que plus délicate, parce que pas les mêmes techniques, pas les mêmes instruments. Mais ça peut se faire au niveau du cou? Ça peut se faire au niveau du cou, au niveau surtout de la structure du visage, de l'ovale. Alors certains chirurgiens en font aussi au niveau temporal, donc des liftings frontaux. La machine en soi, donc la grosse tour bleue, elle a plusieurs en fait unités. On a la machine à ultrasons, qui est ce bloc-ci, qui va délivrer les ultrasons dans le corps du patient pour pouvoir émulsionner la graisse, donc préparer la graisse à la lipoaspiration. Avec une canule? Avec une canule de ce type-là. Ok, donc ça fait déjà un peu peur, mais... C'est une sonde rigide et c'est grâce à ça, elle a la poignée qui est connectée à la machine, donc c'est un peu du bricolage, on dirait d'être chez Brico. On va solidariser les deux. On fait une petite incision. On fait une petite incision chez le patient qui est de l'ordre d'1 centimètre. On protège la peau avec des petites protections qui sont insérées. J'imagine que ça, c'est aussi pour abîmer le... Ça, c'est pour éviter d'abîmer la peau, le point d'insertion. Donc, vous avez le petit introducteur dans la peau et la protection de peau qui va se mettre de cette façon-là pour pouvoir insérer la canule dans le patient et pas toucher la peau. Et ça, donc, c'est plus les ultrasons? Ça, c'est plus les ultrasons pour liquéfier la graisse, exactement, pour préparer la graisse à l'aspiration. Et en fonction de la largeur et du nombre de rayures qu'il y a au bout de la canule, ben, l'ultrason va être délivré différemment. Il sera soit plus puissant à la pointe, soit délivré en latéral. En fonction du patient? En fonction du patient, en fonction du tissu utilisé, en fonction de la zone corporelle utilisée. Donc ça, c'est vraiment la partie ultrason qui est importante. L'autre bloc est l'aspiration. Donc sur la même machine, on pourra aller aspirer la graisse qu'on vient de liquéfier. Et la troisième partie, c'est le micro-air. Donc c'est une autre machine qui permet une aspiration qui est assistée. Donc cette machine va faire vibrer la poignée d'aspiration pour pouvoir avoir une aspiration plus facile et un peu plus rapide. Ici, c'est une aspiration qui est faite avec un brassage d'air dans la poignée. Donc, c'est deux systèmes d'aspiration, deux techniques un peu différentes. Alors, quand on voit évidemment les récipients, ça veut dire qu'on peut déjà récupérer on peut récupérer une certaine quantité. Maintenant, les guidelines, les directives sont plus que 5 litres d'infiltration, on fait une nuit d'hospitalisation. Donc, en dessous de ce volume, on pourrait faire de l'ambulatoire. Souvent, quand c'est des procédures de corps complet en lipoaspiration, on reste au moins une nuit en observation. Alors, cette graisse aspirée peut être réimplantée ailleurs, et notamment dans le cas d'une ablation suite à un cancer du sein? Tout à fait. Donc, cette machine a l'avantage qu'elle ne va pas traumatiser les cellules graisseuses. Donc, on a vraiment une graisse de très, très bonne qualité, non sanglante et assez pure, qui va être réutilisée pour l'injection. Donc, soit dans le cadre même des lipoaspirations, on peut les réinjecter ailleurs, dans la poitrine quand c'est dans le cadre de l'esthétique. La même graisse peut être utilisée dans le cadre des reconstructions mammaires ou des tumorectomies pour corriger un certain manque de volume. Alors évidemment, la question, c'est est-ce que la peau va être traumatisée par ce type ou est-ce ça a beaucoup évolué peut-être aussi la machine? Ça a beaucoup évolué, c'est la 3e génération, donc elle est sur le marché depuis une vingtaine d'années. L'ultrason permet non seulement d'avoir l'effet sur la graisse, mais permet une rétraction cutanée plus importante par rapport à une lipoaspiration à l'ancienne, où on allait simplement aspirer la graisse. Oui. La seule attention qu'il faut avoir, c'est de ne pas aller toucher la peau, justement, c'est pour ça qu'on a la protection, avec la canule, parce que l'ultrason hors le milieu liquide dans lequel il est délivré dans le patient, va brûler la peau. Donc la complication principale éventuelle de ce type d'appareil, c'est la brûlure cutanée. Donc là, c'est le praticien qui sait gérer sa machine. Super. Alors, l'émission, on demande toujours aux gens qui nous suivent de poser leurs questions. Alors, j'ai quelques questions pour vous.
docteur Schettini. Alors, tout d'abord, on a une question de Brigitte qui là n'a du coup plus rien à voir avec, mais comme vous faites également d'autres choses avec le body contouring, c'est de savoir si on peut faire quelque chose contre les rides ici aux commissures des lèvres. Oui. Tout à fait. Donc effectivement, les plis d'amertume et les sillons nasogéniens peuvent être corrigés de plusieurs façons. Là aussi, en fonction de qu'est-ce que le patient ou la patiente est prête à accepter au niveau lourdeur du geste ou cicatrice. Donc on peut parler d'un lifting cervico-facial qui va remettre en tension l'ovale sans trop tirer. Dans le même cadre, on peut réinjecter de la graisse, justement pour le manque de volume et le soutien avec cette machine. On peut faire de la lipoaspiration en bas, ou on peut aller sur des injectables qui seront de plus courte durée, donc du résorbable, pour aller combler le volume et aller donner de la structure au bas du visage pour remonter tout ceci. Alors, question de Nadine, est-ce que vous faites aussi ici à la clinique tout ce qui est taches pigmentaires dues au soleil ? Oui, on en fait. Ce n'est pas notre spécialité, mais on a une machine qui permet de traiter les taches pigmentaires au même titre que les rides du visage et le vieillissement facial. C'est du laser ablatif, CO2, et qui va traiter effectivement certaines taches pigmentaires et la tension, les rides sur le visage. Alors, deux autres questions un peu plus globales. J'ai une question, elle peut aussi être posée par rapport au vaser. Est-ce que c'est douloureux ? Alors, le seuil de la douleur est personnel à chacun. Maintenant, tout dépend de l'intervention. Souvent, les chirurgies purement cutanées sont peu douloureuses. Donc, je pense à un lifting mammaire ou une abdominoplastie. On va faire vraiment que de la peau et peu douloureuse. La lipoaspiration en soi crée des bleus. Donc, on a des sensations de courbature, de gros hématomes. Donc, c'est déjà une étape un peu en plus et un peu embêtante. Dès qu'on va toucher aux muscles, ça devient douloureux. Par exemple, les prothèses mammaires, si elles sont placées en rétropectorale, elles sont plus douloureuses qu'une prothèse qui est placée en prépectorale. Donc le muscle est un élément qui fait plus mal, qui peut avoir de la douleur. Oui. Et alors, ça peut s'adapter, du coup, cette question à la machine. Est-ce qu'on a le résultat instantané ou est-ce qu'il faut attendre pour avoir un résultat ? Et ça dépend aussi de l'intervention. Ça dépend aussi de l'intervention. Maintenant, on aime bien toujours dire que le résultat final arrive entre 1, 3, 6 mois. Okay. Donc sur ce type d'opération, sur une sculpture corporelle où on va vraiment définir les lignes anatomiques, les abdominaux et autres, le résultat est immédiat parce qu'on a retiré le volume, donc les patients voient directement leur perte de taille, de volume. Maintenant, le résultat esthétique sur les fines définitions va s'obtenir un peu progressivement sur les mois qui arrivent et va se stabiliser à partir, je veux dire, du 3e mois, voire peut-être au 6e mois. Pour d'autres interventions, comme par exemple les paupières, il faut aussi un certain temps. Voilà, il faut aussi un certain temps. Maintenant, les paupières, les tissus un peu plus fins auront peut-être un résultat plus rapide. Donc, on considère que les paupières, à partir de 15 jours, on est visible, on a encore quelques bleus, mais à partir d'un mois, on a le résultat final. Un grand merci, docteur. Je vous en prie, avec plaisir. C'est impressionnant, ce qu'on vient de voir. Après, le résultat peut aussi être impressionnant, à la hauteur finalement des gestes qu'on vient de voir. Et on se dit qu'on préférait peut-être être complètement endormi ou c'est pas une anesthésie générale pour ce type d'intervention ? Pour la procédure que l'on vient de voir, ce sera d'office une anesthésie générale. Ça, on ne saura pas faire autrement pour celle-ci. Alors évidemment, la question suivante, c'est chaque procédure a son anesthésie ? Oui, tout à fait. Pour plusieurs procédures, on a le choix entre différents types d'anesthésie. Et donc, c'est aussi le but de la consultation d'anesthésie préopératoire, c'est de discuter avec le patient suivant son niveau de risque, du type d'anesthésie qui lui convient le mieux. Et si deux niveaux d'anesthésie sont équivalents au niveau risque, alors à ce moment-là, le patient choisit ce qu'il préfère. Et donc, dans les différents types d'anesthésie, on part de l'anesthésie locale pure, qui en général est réalisée par le chirurgien, et puis on va faire l'extrême à l'anesthésie générale, et entre les deux, comme on l'a dit précédemment, on peut endormir juste le bas du corps ou juste une partie du corps, et donc le bas du corps c'est la rachianesthésie. La fameuse péridurale. La fameuse péridurale, et une partie du corps, ce qu'on appelle l'anesthésie loco-régionale, avec tous les blocs nerveux dont on a parlé tantôt. Est-ce qu'il y a un maximum d'heures durant lesquelles on peut être anesthésié de manière générale ? Alors non, en anesthésie générale, il n'y a pas de maximum. Maintenant, plus l'anesthésie va durer longtemps, plus le patient aura difficile de s'en remettre par la suite, et plus on augmente quelque part le risque inhérent à l'anesthésie. Donc on essaie toujours de faire au plus court possible pour le patient. Quoi qu'il en soit, pour les chirurgies esthétiques ici, on est toujours sur des délais tout à fait raisonnables d'anesthésie. Oui, ce n'est pas des grosses interventions. Pas des opérations très longues, non. Et quand c'est des interventions de chirurgie reconstructrice, ça peut être parfois plus long. Ça peut être plus long. Alors,
On parle justement avec vous, Eric, des risques. Donc, il y a une petite question qui a été posée par rapport à ça. Bonjour, alors j'ai une petite question. Aujourd'hui, ça paraît un petit peu banal, les anesthésies, mais peut-il y avoir des complications ? Alors, oui, il y a des risques. Toute technique médicale, quelle qu'elle soit, a toujours un risque. Au niveau de l'anesthésie, quand on est au risque le plus faible, le plus bas, on est à un niveau de 1 sur 200 000. 1 sur 200 000, comme je dis toujours en consultation, c'est le même risque que de prendre l'avion. Donc quand je dis ça, j'espère toujours que la personne en face de moi n'a pas peur de prendre l'avion, autrement l'effet est raté. Mais ça permet de donner aussi un niveau de comparaison pour le patient. Ça c'est le risque le plus faible, et puis le risque peut augmenter dans des chirurgies beaucoup plus lourdes et beaucoup plus complexes qu'ici, mais on peut aller beaucoup plus haut au niveau du risque d'anesthésie, ça oui. Est-ce que plus l'anesthésie dure longtemps, plus le risque est élevé? Oui, certainement oui. Alors c'est pas le facteur qui va le plus influencer le niveau de risque, ça non. C'est beaucoup plus ce qu'on appelle des comorbidités du patient. Donc le patient vient pour une opération, entre guillemets ici esthétique, mais à côté de ça, il a une série d'autres pathologies, de l'hypertension, un diabète, éventuellement un cancer, un problème respiratoire, et c'est tout ça qui va moduler le niveau de risque de l'anesthésie. Est-ce que parfois on se dit simplement qu'on ne peut pas faire d'anesthésie? Ça arrive, ça? Alors ça arrive de moins en moins. Le patient qui n'est pas endormable, ça fait 25 ans que je suis dans l'anesthésie, ça arrive encore fréquemment à l'époque, maintenant ça devient rarissime. C'est pour un hôpital comme Bouge, c'est moins d'une fois par an, donc ça devient très très rare. Par contre, on touche ici à la médecine esthétique, et donc là, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur du tout. Prendre un risque d'anesthésie pour guérir un patient d'un cancer, c'est une chose. Prendre un risque pour une chirurgie esthétique, c'est autre chose. Et donc là, encore une fois, c'est tout le but de la consultation d'anesthésie, c'est d'évaluer ce niveau de risque. Et si on n'est pas au risque le plus faible de 1 sur 200 000, alors à ce moment-là, c'est vraiment dialoguer avec le patient et souvent avec le chirurgien aussi, de se dire est-ce que l'opération mérite vraiment de prendre le risque pour de la chirurgie esthétique. Le risque, c'est de ne pas se réveiller? Le risque, c'est de ne pas se réveiller, le risque, c'est de faire un infarctus, le risque, c'est de faire un accident vasculaire cérébral. Je ne vais pas tous les citer, autrement on va décourager tous nos téléspectateurs, mais il y a une série de risques, et le risque allergique aussi, aux produits anesthésiques qui ne sont pas rencontrés dans la vie de tous les jours. Donc c'est par exemple pour ça qu'on demande aux patients s'il est allergique à certains aliments, comme le kiwi par exemple, qui sont une allergie croisée avec le latex en salle d'opération. Par exemple, la viande rouge avec certaines solutions de liquide que l'on met dans la perfusion. Et donc on cherche les allergies croisées, donc parce que les produits sont assez proches dans la nature. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à l'anesthésie, comme on parle souvent de nausées? Oui, ça arrive encore une fois beaucoup moins qu'avant. De 1, parce que nos produits ont évolué, et de 2, parce qu'on a une série de scores prédictifs qui permettent de se dire, bah tiens, tel patient sera plus à risque que tel autre d'avoir des nausées. Et donc à ce moment-là, on peut administrer pendant l'opération des médicaments qui préviennent ces nausées. Ça, c'est l'effet effectivement le plus fréquent, c'est la nausée. Il y en a d'autres, évidemment. Il y en a d'autres, et ce que le patient doit savoir, et ce que je dis très souvent en consultation, ce sont les troubles de la mémoire après une anesthésie, qui sont de 2-3 mois. Ce n'est jamais des troubles majeurs de la mémoire, mais on voit que les patients qui ont une anesthésie générale d'au moins 1 heure ont quelques petits trous de mémoire du style « où ai-je mis mes clés, mon portefeuille, etc. » Ce qui nous arrive à tous, mais ça arrive même sans anesthésie. Même sans anesthésie, mais ça arrive un peu plus souvent après une anesthésie. Et ça dure toujours 2-3 mois maximum, donc il ne faut pas être inquiet, mais ça fait partie des effets secondaires. De la fatigue aussi? Fatigue aussi. Plus l'anesthésie a duré longtemps. Oui.
Tout à fait. Est-ce que l'anesthésie, c'est une discipline où il y a encore beaucoup d'évolution ces 10 dernières années? Est-ce qu'on s'attend encore à avoir beaucoup d'évolution dans ce domaine-là? Oui, on a beaucoup d'évolutions, une réduction du risque déjà, ça c'est une première chose. La seconde chose, c'est la prise en charge du patient dans son intégralité, donc plus juste en salle d'opération, comme on l'a dit tantôt, mais la consultation avant et puis le devenir après du patient, ça on s'y intéresse de plus en plus. Et alors, comme dans beaucoup de disciplines, l'arrivée de l'intelligence artificielle va certainement changer beaucoup de choses, et pour un mieux. Alors, il y a une autre technique d'anesthésie un peu particulière, et c'est une question qui a été posée. Bonjour, moi j'aurais voulu en savoir un peu plus sur l'anesthésie par hypnose. J'en ai déjà beaucoup entendu parler, mais est-ce que ça marche? Est-ce que c'est pour tout le monde? Voilà, j'aurais voulu en savoir un peu plus. Merci. Oui, donc alors l'hypnose existe, l'hypnose est maintenant bien validée. L'hypnose n'est pas applicable à tout le monde. Il y a des personnes qui peuvent entrer facilement en hypnose ou pas, premièrement. Et deuxièmement, ce n'est pas applicable à toutes les opérations non plus. Il faut que l'opération soit assez, on va dire, superficielle, c'est-à-dire qui ne rentre pas trop en profondeur dans l'organisme, c'est-à-dire pas trop dérangeante pour l'organisme, pour pas que le patient ressente. Si je pousse à l'extrême, si on doit ouvrir le sternum et opérer le cœur, on ne saura jamais le faire sous hypnose parce que c'est possible de couvrir ça avec une hypnose. Et donc le second point, c'est que ça ne doit pas être trop douloureux non plus. Mais certaines chirurgies esthétiques peuvent se faire sous hypnose, ça oui. Et en général, c'est un anesthésiste qui fait ce type... C'est en général un anesthésiste, oui. Oui, donc il faut aussi qu'il soit formé à ça, donc c'est pas aussi simple que ça. Et si jamais ce n'était pas un anesthésiste, il faut qu'il y ait un anesthésiste qui soit présent en salle parce qu'il y a des moments où le patient peut sortir de l'hypnose et alors à ce moment-là, on n'a pas d'autre choix que on dit convertir, donc c'est-à-dire de transformer directement en anesthésie générale, d'endormir le patient puisque l'opération est en cours et que le patient doit rien ressentir. Effectivement, c'est rassurant. Un grand merci. Avec grand plaisir. L'anesthésie, c'est un petit peu un sommeil forcé. Et justement, si vous souffrez d'insomnie, c'est le sujet du mois prochain. On trouvera des solutions, on répondra à vos questions avec certaines personnes de votre équipe, docteur de Flandre. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, l'anesthésie n'est pas un sommeil. L'anesthésie, c'est juste un coma. Et donc, on arrête simplement le cerveau de fonctionner le temps de la procédure. Et donc, on dit toujours que les gens dorment pendant l'opération, mais ils ne dorment pas du tout. En fait. On va dire non, pas du tout. Et alors, l'autre chose, oui, forcément, il y a des patients qui dorment de trop dans la vie de tous les jours. Ils ne dorment pas assez, c'est l'insomnie. Ça a des répercussions sur leur vie de famille, leur travail. Et donc, on va en parler le mois prochain. Pourquoi au mois de mars? Parce que la journée du sommeil arrive en mars, donc simplement. Et on change les heures en plus. Et on change les heures en plus, donc voilà. Super. Un grand merci en tout cas, docteur. Avec grand plaisir. Nous, on se retrouve le mois prochain, donc n'hésitez pas à déjà poser vos questions sur le sommeil ci-dessous et on y répondra le mois prochain.